l'exercice est pas simple, hein, parce que les interventions ont été extrêmement riches et ont permis d'ouvrir des portes. Mais et merci à SPS de nous avoir invités. Mais depuis ce matin, en fait, on voit la progression et dans ces différentes tables rondes, on se rend compte qu'à chaque fois, on avance un peu plus. Et j'espère que vous repartirez avec, sinon des outils, des idées, des rencontres qui vous auront permis d'aller plus loin et de participer chacun à votre niveau à ce que, je dirais que l'environnement, en fait, l'environnement des soignants soit amélioré, parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet qui n'est pas récent, mais sur lequel chaque année on en arrive un peu plus à mettre des mots sur la souffrance. Et je pense qu'il y a une partie de libération de la parole qui fait qu'on en parle plus facilement, en dehors du fait que ça existe vraiment. Mais il y a cette façon aussi de pouvoir en faire une journée, de pouvoir évoquer en fait les différentes pistes. Et ça, je pense qu'il y a ne serait-ce que 15 ans, je suis pas certaine qu'on aurait été en capacité de le faire et que les mentalités étaient assez ouvertes pour ça. Cette introduction, parce qu'en fait, voilà, je représente et je suis la présidente d'une association qui s'appelle Premier Secours en santé mentale. Et en fait, cette association qui est née en France en 2018, de la volonté en fait de 3 acteurs de la santé mentale à différents niveaux, c'est-à-dire un acteur qui est l'INFIP, qui est un institut de formation spécialisé en santé mentale, et qui, bien sûr, en tant qu'organisme de formation, avait une veille stratégique sur ce qui se passait en fait dans le monde, est allé voir en Australie ce qu'il réalisait autour de la santé mentale et de la déstigmatisation. C'est-à-dire que un des sujets d'aggravation en fait de notre psychisme et de la souffrance psychique que nous avons, c'est la rupture de ce lien social que la personne qui souffre entraîne. Hein. Et vous l'expliquiez très bien, professeur, tout à l'heure, en disant on lui renvoie toujours la responsabilité de cette souffrance. Alors que cette souffrance, certes, il s'éloigne de nous, mais pourquoi il s'éloigne de nous? Parce que nous-mêmes, nous nous éloignons de lui, parce que notre équilibre psychique est tellement fragile que nous préférons nous prémunir contre éventuellement des conséquences pour nous-mêmes qui nous seraient néfastes. Et ça, je pense que c'est vraiment important, parce que quand on parle de premier secours en santé mentale, je dirais, et moi c'est ce qui m'a beaucoup marqué dans l'objet de cette association, c'est qu'en fait c'est aussi bien pour vous que pour l'autre, c'est-à-dire prends soin de toi-même et tu arriveras encore mieux à soigner les autres. Et pour vous soignants, eh ben c'est le sujet, c'est le vrai sujet. Comment je peux apporter du soin, de l'aide quand moi-même je vais mal, hein? Comment je peux être dans une écoute active quand moi-même mes problèmes, en dehors même de ma profession et de mon environnement professionnel, reviennent systématiquement et entraînent pour moi des préoccupations majeures par rapport à la relation et aux valeurs que je défends dans mes relations professionnelles. Parce que les professions de santé sont des professions d'engagement extrêmement fortes et qui nécessitent justement d'être libérées en fait de tout cet environnement. Or, vous en êtes, la porosité existe. Donc, ils sont allés en Australie et ils ont constaté que depuis 2001, il y avait eu, de la part de 2 individus, certes un médecin et l'autre paramédical, une réflexion autour de la déstigmatisation de la santé mentale, en disant, mais en fait, on renvoie toujours à l'autre, on renvoie à des systèmes curatifs, mais tout compte fait, du secourisme en santé mentale, le secourisme, c'est un acte citoyen. On a l'acte citoyen pour la gestuelle, on n'a pas d'acte citoyen pour la santé mentale. Et ils ont lancé ça en 2001. Aujourd'hui, 10% de la population australienne est formée au premier secours en santé mentale. Donc en 2018, l'INFIP est revenu et a sollicité et s'est dit, je vais pas mettre ça dans mon programme de formation. Enfin, je veux dire, c'est pas
je ne peux pas, il n'y a pas de côté mercantile dans la démarche. Je veux dire, c'est une démarche citoyenne, donc ils se sont tournés vers l'UNAFAM, hein, et vers la fédération qui s'appelle la Santé Mentale France, pour dire, eh ben, nous, à nous trois, nous allons porter ce projet, et ce projet a reçu l'assentiment très rapide du ministère, hein, et ça, je désire le souligner, parce que c'est vrai que la Direction générale de la santé a toujours été à nos côtés et nous a accompagnés fortement, et les ARS le savent, puisque dans les projets de prévention, il y a vraiment le secourisme en santé mentale qui est porté, comme n'étant pas une action de prévention, mais en amont de la prévention, c'est-à-dire que c'est de la pré-prévention, quoi. Et donc aujourd'hui, nous avons à peu près 140 000 secouristes en France qui sont formés. C'est-à-dire que nous avons une croissance exponentielle impressionnante et qui répond réellement à un besoin, puisque à chaque fois, c'est sur du volontariat, les gens viennent vers nous et veulent s'inscrire. Alors, ils s'inscrivent dans un cadre individuel et personnel, mais de plus en plus, ils s'inscrivent dans le cadre de leur organisation professionnelle. Et dans le cadre de leur organisation professionnelle, que ce soit les établissements de santé, mais que ce soit aussi le secteur économique, industriel ou le tertiaire, qui nous sollicitent de plus en plus pour des formations. Alors, un point particulier, cette formation, c'est une formation qui est de 2 jours, qui est de 14 heures, et qui se base sur la baseline que vous avez en dessous de PSSM France, c'est apprendre à aider. Apprendre à aider. Et pour apprendre à aider, on apprend à décliner, en fait, un peu comme les premiers secours physiques, on apprend à décliner une méthode. Et cette méthode est très belle, personnellement, je la trouve très belle, en ce qui concerne la santé mentale, puisque c'est la méthode aérée. Vous voyez, aérée. J'ouvre la fenêtre, je prends de l'oxygène, je regarde à l'extérieur. Et aérée, c'est quoi? Eh bien, c'est approcher la personne, hein, c'est écouter activement, sans jugement, hein, c'est réconforter, c'est accompagner des nanas. J'en suis où, là? Vous me suivez ou pas? Au dernier E, encourager à aller éventuellement vers le soin, et c'est R, vers les ressources, c'est-à-dire je renseigne sur les ressources vers lesquelles elle peut aller, si nécessaire. D'accord? Mais c'est simplement ce lien social que l'on maintient et montrer à la personne que ça peut arriver à tout le monde. Une personne sur 4 aujourd'hui, quand je suis arrivée dans l'association, c'était récemment, hein, c'était il y a un an, on parlait d'une personne sur 5 qui allait être touchée dans sa vie par des troubles psychiques, une souffrance mentale. Et révision des chiffres cette année, c'est une personne sur 4. Hein. Et 30% des gens disent autour de moi, j'ai des personnes, hein, qui ont des troubles psychiques. Donc ça s'adresse aussi bien à vous-même, à l'aidant, hein, qu'à la personne aussi qui sent qu'elle perd le fil, quoi, qu'elle a besoin d'aide. Donc c'est vraiment une action citoyenne. Je revendique cette notion d'association qui est ouverte à tous, hein, et qui permet aux soignants, quand on nous la demande, hein, dans les services de soins ou plus largement dans tout le champ médico-social et sanitaire, qui permet aux soignants de faire un pas de côté. Moi, je vois par exemple que très souvent les formateurs au premier secours en santé mentale ont un peu de réticence à aller dans les hôpitaux, hein, parce qu'ils disent mais les soignants vont dire mais on sait ça. Or non, on ne sait pas. Je veux dire que on n'est pas sur du professionnel, on est sur du relationnel et de la posture. Et une posture qui vous sert et qui sert à l'autre. On a à peu près, alors notre organisation est la suivante, parce que je suis certaine que vous êtes tous très intéressés par ça. Nous rayonnons sur l'ensemble de la France. C'est-à-dire qu'on a à peu près 1500 formateurs. Et où que vous soyez, vous pouvez trouver des formations à côté de chez vous.
Et aujourd'hui, nous passons en fait d'une toute jeune association, parce que 2018, je n'ai pas fait référence à la crise de Covid, mais où justement on a dû freiner, mais on a vraiment suivi notre croissance, c'est-à-dire qu'on s'est adapté à notre croissance. Et aujourd'hui, on se dit, il faut vraiment qu'on maîtrise cette croissance et qu'on soit en capacité d'offrir un service et une qualité la meilleure possible, hein, à ceux qui viennent nous voir. Soyons plus précis. C'est-à-dire que quand dans une organisation, et je rejoins en fait différentes conclusions de table ronde qui ont eu lieu ce matin, quand on va dans une organisation qui nous demande de faire des formations, on se préoccupe principalement de l'engagement des dirigeants. Rien ne peut être fait sans un engagement au plus haut niveau d'une organisation si on veut que ça fonctionne. Et il ne faut pas simplement, enfin je veux dire, c'est pas une volonté, c'est une volonté avec un engagement, je fais. Première chose. La deuxième chose, c'est que PSSM, c'est pas l'alpha et l'oméga. PSSM doit arriver dans un processus, justement, de construction d'une politique de lutte contre la souffrance mentale et contre la stigmatisation des personnes qui souffrent mentalement. Et ça, c'est vraiment très important pour nous et on se dit, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. C'est-à-dire que nous avons non seulement un rôle où nous offrons un produit, hein, mais ce produit-là, il est assez riche et assez puissant pour devoir avoir un environnement qui le porte et qui lui permette de se développer à la hauteur et à la puissance qu'il doit avoir. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me retrouve très bien dans ce colloque. Merci, Monsieur le Président. Merci, Catherine. Et puis, je me retrouve très bien dans cette table ronde parce que j'ai trouvé des remarques qui m'ont renvoyé, en fait, sur nos préoccupations premières. Vous, à Bordeaux, le travail que vous faites à Bordeaux, je viendrai l'année prochaine, je viendrai au colloque. Professeur Bernat, merci, parce que c'est vrai que c'est vraiment intéressant, cette démarche-là. Imhotep, je crois qu'il faut qu'on travaille ensemble, mais je fais confiance au professeur Femme qui est dans la salle. Elle est où? Ah ben non, elle est partie. Ah ben oui, elle est là. Voilà. Qui à Reims a initialisé, mais c'est une université parmi d'autres et une UFR parmi d'autres, mais vraiment qui a initialisé ce travail autour de la prévention de la santé mentale des étudiants. Et donc c'est vrai que nous on est vraiment partants et on se sent totalement partie prenante. Puis la dernière chose que je voulais vous dire simplement, c'est que je ne suis pas soignante moi non plus, mais j'ai un parcours professionnel dans la santé, dans les hôpitaux en partie, et dans les politiques publiques de la santé. Et autant vous dire que ces sujets-là, ça fait 20 ans qu'on en parle, et même avant. Vous savez, quand... alors je vais vraiment la jouer, ancienne. Hein. Mais en vous écoutant, je me souviens, j'ai commencé mon parcours professionnel au CHU de Lille. Et nous fêtions l'anniversaire, c'était les 50 ans de l'hôpital Urier, pour ceux qui connaissent la cité hospitalière. Et on avait fait des scénettes, on avait fait quelque chose d'assez extraordinaire. Et il y avait une scénette, précurseur, certainement, du changement de paradigme qu'évoquait Guillaume Bailly tout à l'heure, et sur lequel il faut qu'on soit en capacité de nous adapter. C'était ce que devenait le travail des soignants quand on mettait en place une hospitalisation programmée à durée déterminée. Ça vous dit quelque chose? L'HPDD, c'était des hospitalisations de semaines. Et là, on mettait un cran sur la tension soignante. C'est-à-dire que le soignant, il est là pour soigner, pour prendre soin d'eux. Et du jour au lendemain, on passe de ça à des actes techniques que l'on doit faire dans des délais impartis, de façon à ce que l'usager, excusez-moi du terme, le patient,
puisse retourner chez lui le plus rapidement possible, puisqu'on s'était rendu compte que le patient ne voulait plus rester 15 jours, 3 semaines à l'hôpital. Ça devait être en 93 ou 94. Voilà. Merci beaucoup.